suis Juliette Ray, je suis conservatrice au département des arts graphiques au musée du Louvre, où je m'occupe des dessins français du XVIIIe siècle et commissaire avec Guilhem Scherf de l'exposition Bouchardon. Edme Bouchardon aujourd'hui est un illustre inconnu, mais au XVIIIe siècle c'était le plus grand sculpteur et le meilleur dessinateur de son temps. Donc l'idée de l'exposition c'est vraiment de le réhabiliter et de montrer qu'il a été aussi bien sculpteur que dessinateur. Alors juste derrière moi, on voit un très beau portrait de Bouchardon par François Hubert Drouet, qui est le morceau de réception de Drouet à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1758. Bouchardon a 60 ans et on le voit vraiment à l'apogée de sa carrière, avec derrière lui une petite maquette de l'amour se faisant un arc dans la massue d'Hercule, et juste derrière une maquette pour le grand monument équestre à Louis XV. Donc les deux derniers grands chefs-d'œuvre de Bouchardon. Alors juste derrière moi, on voit un autoportrait à la sanguine de Bouchardon, et de profil, et on remarque que Bouchardon n'a eu aucune bienveillance envers lui-même. C'est un portrait sans aucune concession. Il se représente tel qu'il est, et ça c'est caractéristique de Bouchardon, c'est-à-dire qu'il est très proche du réel, il ne cherche pas à embellir les choses, quand il dessine du moins. Il se représente de manière extrêmement fidèle et peut-être un peu cruelle. Pour préparer ces sculptures, Bouchardon dessine bien sûr à partir d'un modèle vivant, comme tous les sculpteurs, mais il a cette particularité de dessiner quasiment en volume, puisqu'il tourne autour de son modèle au moins 9 fois. On compte des dessins d'après le même modèle, entre 9 et 13 dessins d'après le même modèle. À chaque fois, il tourne un petit peu autour de sa figure, et ça lui permet d'avoir finalement toutes les vues de sa figure. Il garde ensuite ses dessins pour travailler sa sculpture, et il a donc une mémoire en volume de son modèle vivant. Alors, la sanguine a ceci de particulier qu'on ne peut absolument pas l'effacer. Donc c'est un crayon qui ne permet pas le repentir. C'est le crayon que Bouchardon a utilisé tout au long de sa carrière, celui qu'il affectionne le plus. Et utiliser la sanguine, ça signifie avoir une grande dextérité, puisqu'on ne peut pas effacer, on ne peut pas gommer la sanguine. Alors, Bouchardon a séjourné quasiment 10 ans à Rome, de 1723 à 1732, car il a eu une bourse, le prix de Rome. Il a remporté le grand prix de sculpture organisé par l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui lui a permis de partir à l'Académie de France à Rome, au Palais Mancini. Aujourd'hui, ce serait notre Villa Médicis. Et il se forme pendant ces années romaines, essentiellement grâce à la copie. Comme tous les pensionnaires romains, il apprend en copiant d'après les grands modèles. Alors Bouchardon, c'est bien normal, copie d'après l'antique, donc les grands modèles de l'antique, l'Apollon du Belvédère, le Laocoon. Mais de manière plus surprenante, il copie aussi d'après les grands peintres. Et ces grands modèles, ce sont le Dominicain et Raphaël. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir que c'est un sculpteur qui a des peintres comme modèle. Et bien sûr, il copie aussi d'après les sculptures, d'après l'Algarde, d'après Duquesnoy et surtout d'après Bernin, qui est le modèle absolu, la grande référence pour Bouchardon. Alors pendant son séjour à l'Académie de France à Rome, Bouchardon a une sorte de devoir obligatoire. Il doit copier d'après un antique pour que cette copie soit envoyée à Paris au roi. C'est le travail que devaient faire tous les pensionnaires à l'Académie de France à Rome, tous les pensionnaires en sculpture du moins. Bouchardon se voit attribuer la copie d'après un faune endormi qui se trouve dans la collection du cardinal Barberini. Mais le cardinal Barberini tient beaucoup à son antique et refuse que, contrairement à la pratique habituelle, le sculpteur puisse mouler son antique pour pouvoir travailler d'après un moulage. Donc Bouchardon a dû modeler en terre une copie d'après le faune antique et à partir de cette copie faire un moulage pour ensuite pouvoir transcrire ce moulage dans le marbre. Et en passant par toutes ces étapes, il s'est écarté un petit peu de l'original qui est encore conservé aujourd'hui, qui se trouve à Munich, à la Glyptothèque. Et donc, il a rajouté beaucoup plus de souplesse. L'original est beaucoup plus nerveux, il y a une musculature beaucoup plus saillante, un visage assez crispé, alors que là, Bouchardon a rajouté énormément de douceur et de sensualité à une sculpture qui en a déjà énormément. Quand le marbre a été envoyé à Paris, ça a suscité énormément d'intérêt et ça a provoqué le rappel en France de Bouchardon, car l'œuvre était jugée d'une telle qualité qu'il fallait absolument que Bouchardon rejoigne la France. Alors, à son retour en France, Bouchardon a plusieurs types de commandes officielles. Il travaille pour l'église Saint-Sulpice à partir de 1733. Il a aussi une première commande de la direction des bâtiments du roi pour le garde des Sceaux, pour le parc de Grosbois. Une commande d'un athlète domptant un ours.
Et sa première commande, sans doute la plus importante, c'est en 1739, la commande par les échevins de la ville de Paris pour la fontaine de Grenelle. Alors pendant son séjour romain, Bouchardon a fait de nombreuses copies d'après le dominicain. Et on présente ici une copie qu'il a exécutée donc, à la Sanguine, à l'église Saint-Andrea della Valle, d'après un des pendentifs du chœur de l'église. Et on voit qu'ici, il a repris tout le pendentif et qu'il n'a pas hésité à rajouter des morceaux de papier collés pour agrandir sa feuille. C'est quelque chose qu'il fait très souvent. Et là, il a repris donc toute la composition et puis il aime aussi parfois isoler un détail. Donc il reprend ici cette tête de l'ange pour la refaire en grand à côté. Au début de sa période romaine, Bouchardon dessine de manière très appliquée. Donc il a un réseau de hachures très couvrant, très présent, très fin aussi, et c'est ce qu'on voit dans ses dessins. Dans l'exposition, on veut vraiment montrer qu'il y a une évolution stylistique du dessin de Bouchardon et qu'il ne dessine pas pendant toute sa carrière de la même manière. Alors derrière moi, on voit le buste de Philippe von Stosch, qui est la première commande que Bouchardon sculpte pour un particulier à Rome. C'est ça qui est assez inhabituel, c'est que pendant son séjour romain, Bouchardon travaille comme pensionnaire à l'Académie de France, au Palais Mancini, il fait des copies, mais il a déjà des commandes pour des particuliers. Et Philippe von Stosch, c'est un personnage très amusant, puisqu'il est allemand, mais il travaille comme espion pour le roi d'Angleterre. Et donc sa couverture, c'est de se faire passer pour un érudit, un archéologue passionné d'antiquité. Et c'est Philippe von Stosch qui a l'idée de demander à Bouchardon de se faire représenter en empereur romain. C'est pour ça qu'on voit ce personnage sans vêtements, avec juste un pan de toge sur l'épaule gauche, et sans perruque non plus, avec une coiffure à la romaine, avec ses petites mèches ramenées vers le front. Et c'est un modèle de buste qui a énormément séduit les amateurs qui se trouvaient en Italie et que Bouchardon a donc décliné plusieurs fois pour d'autres commanditaires. Ici, on a deux dessins à la Sanguine qui sont des copies d'après un grand buste de Bernin, le buste de Scipion Borghese, qui est aujourd'hui conservé à la Galleria Borghese à Rome, et que Bouchardon a copié de face et de profil en indiquant à chaque fois les dimensions avec des unités romaines, le palme et l'once. Donc on voit une copie extrêmement minutieuse et en fait ce qui est intéressant c'est de faire le rapprochement entre ces dessins et le buste du pape Clément XII Corsini, donc une commande extrêmement prestigieuse que Bouchardon a obtenue grâce au neveu du pape. Bouchardon est très fier parce que le pape a posé pour lui au moins 3 ou 4 fois, qu'il lui a parlé en français, donc ça il le raconte à son père à qui il raconte les séances de pose. Et on voit qu'ici, Bouchardon abandonne le modèle du buste à l'antique qu'il avait utilisé pour Philippe von Stosch et qu'il s'inspire directement de Bernin. C'est la même manière de traiter le vêtement, avec un travail très habile sur le rendu des matières. Donc on voit le vêtement qui brille et les broderies qui sont mates, le traitement du visage mat et la coiffe brillante. Et ça, c'est vraiment toute l'habileté de sculpteur de Bouchardon qui est visible à travers ce buste. Donc c'est un buste qui est en collection particulière à Florence et que nous sommes très heureux d'avoir dans l'exposition. Comme Bouchardon a eu une carrière officielle au sein de l'Académie royale de peinture et de sculpture, à un moment de sa carrière, il est devenu professeur. Mais c'est sans doute pas ce qui l'intéressait le plus. Et il a toujours réussi à se faire dispenser de l'enseignement, sauf une seule fois. Le mois de janvier 1748, il a dû enseigner, c'est-à-dire qu'il a dû poser le modèle nu, il a dû choisir la pose que le modèle aurait pour que les élèves de l'académie s'entraînent à copier d'après ce modèle. Et donc dans l'exposition, nous présentons une académie qui est datée janvier 1748, qui correspond à ce mois d'enseignement et aussi qui correspond au travail que Bouchardon a dû donner à l'académie, puisqu'en tant que professeur, lui aussi devait dessiner l'académie qu'il avait posée et la remettre à l'institution pour que les élèves à leur tour copient d'après le dessin de Bouchardon. Alors on la présente en regard avec une autre œuvre qui peut sembler identique mais qui est en fait différente. C'est une estampe, on appelle ça une estampe en manière de crayon imprimée en rouge, donc on peut dire aussi une manière de sanguine. C'est une estampe qui imite la sanguine et qu'on montre à côté de l'Académie de Bouchardon pour montrer que les dessins de Bouchardon ont été énormément diffusés par la gravure. Ça a permis d'envoyer ces modèles à d'autres écoles de dessin et donc à des générations d'élèves d'apprendre à dessiner d'après Bouchardon.
Alors, Bouchardon a un parcours vraiment atypique au XVIIIe siècle. Il n'a pas véritablement d'élèves, il en a très peu, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et il a toujours des relations assez conflictuelles avec eux. Et donc on peut considérer qu'il ne fait pas véritablement école au sein du XVIIIe siècle. On a dit parfois que c'était un précurseur du néoclassicisme parce qu'il y a cette idée de retour vers l'antique, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment nuancer parce que Bouchardon s'intéresse aussi beaucoup au réel. Et il fait plutôt une sorte de synthèse entre un idéal antique et un travail d'après le réel, l'observation d'après le réel. Le palais du Louvre au XVIIIe siècle, c'est un palais qui est vraiment dédié aux artistes. C'est là que le roi héberge en quelque sorte les artistes qu'il veut protéger. Et Bouchardon, dès son retour de Rome, dès janvier 1733, obtient un atelier au sein du Louvre, alors qu'il n'est pas encore membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc ça, c'est vraiment impressionnant de voir qu'il a réussi à obtenir cette faveur très tôt dans sa carrière. Et ça lui permet aussi, du moins théoriquement, d'entretenir des liens avec d'autres artistes. Donc, tous ces artistes se croisent dans les couloirs du Louvre, peuvent aller d'un atelier à l'autre. On sait toutefois que Bouchardon est assez solitaire. Il a quelques amis, mais qu'il compte plutôt parmi les grands amateurs, donc le comte de Caylus, Pierre-Jean Mariette. Il est également proche de Natoire et de Boucher. Mais finalement, ce n'est pas du tout un grand mondain. Le seul portrait sculpté que Bouchardon a fait après son retour de Rome, c'est le portrait du marquis de Gouvernay, un riche aristocrate qui est aussi un grand collectionneur de dessins. Donc c'est intéressant de voir ce lien qu'il y a avec les dessins. Et là, on pourrait penser que Bouchardon reprend le modèle du buste à l'antique, puisqu'on a un buste sans vêtements, sans perruque non plus, avec les cheveux naturels, mais c'est quelque chose de différent. On n'a plus de toge et on n'a pas non plus une coiffure à l'antique. En fait, Bouchardon fait quelque chose d'assez classique pour un artiste, qu'il soit peintre ou sculpteur, c'est-à-dire qu'il essaye de corriger la physionomie peu séduisante de son modèle. On voit qu'il a un double menton, qu'il a un nez un peu pointu. Donc il essaie de corriger ça en attirant notre attention sur un détail beaucoup plus séduisant. Et donc ici, c'est la chevelure qui joue ce rôle, avec ces très belles boucles qui s'enroulent de manière extrêmement plaisante et qui équilibre aussi le volume du buste. Ce buste, Bouchardon en a reçu la commande en 1734, il expose au salon de 1738 et il a eu un petit problème quand il a sculpté le marbre. On voit qu'il y a des petits accidents sur la poitrine et une veine de marbre un peu plus sombre dans le cou. Mais comme il ne pouvait pas racheter un deuxième bloc de marbre, c'était beaucoup trop cher, il a camouflé ces accidents pour livrer son buste au commanditaire. Donc c'est seulement des années plus tard que ces accidents sont revenus. Alors Bouchardon n'a pas sculpté de médailles à proprement parler, mais il a fait des dessins pour des médailles et des jetons. Les médailles et les jetons, ce sont deux choses totalement différentes. Les médailles permettent de célébrer l'histoire du règne de Louis XV en éditant des médailles en or à chaque grand événement du règne du roi, donc notamment les batailles par exemple. En revanche, les jetons ne remplissent pas du tout cette fonction. Ils sont édités chaque année pour les grandes administrations royales. Ils sont donnés à l'occasion des étrennes, le 1er janvier de chaque année. Pour ces jetons, Bouchardon donne des dessins de 1737 à 1762, c'est une très grande période de sa carrière. Et chaque année, il doit inventer de nouveaux motifs pour les mêmes administrations. Donc il a dû faire preuve de trésor d'imagination pour pouvoir se renouveler chaque année. Et il s'est aussi confronté à des domaines qu'il n'aborde pas par ailleurs dans sa pratique artistique. Donc notamment le paysage. On voit ici un dessin de jetons pour la chambre au denier, donc avec ce paysage rocheux et les arbres au-dessus de ce paysage montagneux. Et puis le dessin qui est sans doute le plus poétique de l'exposition, c'est ce dessin pour la marine en 1750, avec juste des vagues et les deux étoiles de Castor et Pollux. Et la légende en latin, Unda recumbit, signifie l'onde s'apaise.
En 1737, Bouchardon fait 60 dessins à la sanguine qui représentent les cris de Paris. Les cris de Paris, ce sont ces petits métiers ambulants qui ont quasiment disparu aujourd'hui de nos rues et qu'on appelle les cris, parce que chaque marchand lance un cri. Donc on a Café Café, La Carpe Vive, etc. Et il s'inscrit dans une tradition de représentation des cris, mais Bouchardon s'en distingue également. Quand on regarde ces petits métiers, on remarque que plusieurs nous tournent le dos ou ne nous regardent pas. Et quand notre regard croise des visages, on remarque que ces visages sont très fermés et sans sourire. Il y a vraiment l'idée de ne pas être dans quelque chose de séduisant, mais au contraire d'anoblir ces figures. C'est pour ça qu'on a des fonds quasiment vides, sans aucune recherche de pittoresque. C'est très important de rappeler que Bouchardon, certes, a travaillé pour les plus grands aristocrates, pour le pape, pour le roi, mais qu'il a eu aussi ce très grand respect du petit peuple. Donc ces cris ont été dessinés à la sanguine par Bouchardon et ensuite gravés à l'eau forte par le grand ami et protecteur de Bouchardon, le comte de Caylus. Et ils ont été édités entre 1737 et 1746 en plusieurs séries. Et cette édition a permis aux cris de Bouchardon d'être largement connus par les amateurs, par les collectionneurs d'estampes. Et donc c'est une série qui a eu énormément de succès. On peut aujourd'hui encore acheter les cris chez les brocanteurs, chez les marchands. C'est vraiment une série qu'on trouve très facilement. La grande commande que Bouchardon obtient en 1739 pour la ville de Paris, c'est la commande de la fontaine de Grenelle. Une fontaine qui doit célébrer l'arrivée de l'eau dans le quartier de la Plaine de Grenelle. Et comme l'eau est présente toute l'année, Bouchardon fait une fontaine autour des 4 saisons. Alors sur cette fontaine, il a placé les génies des saisons. Donc on voit ici le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ce sont des réductions, des plâtres pour ces grands génies. Et ici, si on regarde le génie de l'été, donc on voit qu'il tient une gerbe de blé sur l'épaule et qu'il y a le symbole du cancer à ses pieds. Et juste derrière, nous avons présenté les dessins préparatoires pour ce génie. Donc Bouchardon a travaillé d'après le modèle vivant. Et quand il travaille d'après un modèle pour une sculpture, il tourne entre 9 et 13 fois autour de sa figure. Donc là, on présente seulement 2 dessins et une estampe en manière de sanguine, une estampe qui imite le dessin. Mais il faut imaginer qu'il y a la série des 9 vues d'après le modèle vivant. Et donc ça lui permet vraiment d'avoir sa figure en volume. Et ce sont des dessins extrêmement précis, extrêmement finis. Il n'idéalise absolument pas son modèle, il est très fidèle à ce qu'il observe. C'est une question très vaste de savoir comment on conserve des dessins. On les conserve décadrés, ils sont dans des boîtes de conservation. On les conserve également montés autant que possible. Le montage, c'est ce que vous voyez autour du dessin. C'est un carton neutre qui va permettre de rigidifier le dessin et d'éviter qu'il s'affaisse dans son carton. Ça lui donne vraiment un support. Ça permet aussi de le manipuler sans toucher la feuille. Au département des arts graphiques, comme dans de nombreux cabinets de dessin, nous voulons vraiment communiquer nos dessins, c'est-à-dire que nous accueillons les lecteurs tous les jours de la semaine de 13h à 18h et que nous donnons à voir nos dessins. Donc les gens qui veulent venir voir les dessins peuvent les avoir en main et donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un carton qui évite de toucher directement la feuille. Ensuite, les dessins sont très sensibles à la lumière puisque le papier se dégrade quand il est exposé trop longtemps à la lumière. Et c'est une dégradation qu'on dit irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas restaurer un dessin qui a été abîmé par la lumière. Donc pour éviter que cette dégradation soit trop rapide, puisqu'elle arrivera tôt ou tard, nous n'exposons nos dessins que 3 mois tous les 5 ans. Bouchardon a travaillé à la sanguine pour des sculptures, pour faire des copies, mais il a également fait beaucoup de dessins d'invention. Et c'est ce qu'on voit ici avec cette série des 4 âges qui sont tirés du livre des Métamorphoses d'Ovide. C'est l'introduction des Métamorphoses.
Ces dessins sont encadrés dans des montages Mariette, des montages qui ont été faits pour le grand amateur Pierre-Jean Mariette, qui a vraiment soutenu et accompagné Bouchardon tout au long de sa carrière. Et ce qui est très précieux, c'est que le monteur a écrit ici que les 2 premiers dessins, l'âge d'or et l'âge d'argent, ont été dessinés à Rome, tandis que les 2 suivants, l'âge d'airain et l'âge de fer, ont été dessinés à Paris. Alors c'est assez touchant de voir que l'âge d'or et l'âge d'argent, les plus beaux âges, ça correspond au séjour romain, et qu'après son retour à Paris, Bouchardon pense à l'âge d'airain et l'âge de fer. Sur ces dessins, Bouchardon reprend l'iconographie qui est décrite par Ovide. Donc pour l'âge d'or, on a l'idée du miel avec la ruche, la branche d'olivier. L'âge d'argent, on invente l'agriculture. Et puis en revanche, l'âge d'airain et l'âge de fer, ce sont des âges guerriers. Donc on a une lance, un flambeau, une épée, un bouclier avec une sorte de serpent avec une tête humaine. En lien avec cette série, nous présentons dans l'exposition une contre-épreuve. Donc nous avons l'âge d'airain ici, et on présente la contre-épreuve qui est ici. Puisque comme la sanguine est une craie très grasse qu'on ne peut pas effacer, ça signifie aussi qu'elle se décharge facilement. Donc quand on range des dessins à la sanguine dans un carton à dessin, ils risquent de frotter les uns sur les autres et de brouiller l'image. Pour éviter ça, Bouchardon, comme de nombreux artistes, a contre-éprouvé ses dessins, c'est-à-dire qu'il a pris sa sanguine fraîche, sur laquelle il a posé une feuille de papier un peu plus grande, légèrement humide. Il a mis le tout sous presse, ce qui lui permet d'absorber en quelque sorte le surplus de sanguine, mais également d'avoir un double inversé de sa sanguine. C'est pour ça que l'image est en miroir ici. On voit que l'âge d'airain est à l'envers, que les hachures sont dans le sens inverse, et surtout que l'image est plus pâle, elle est plus orangée. Donc c'est vraiment un mode de conservation des sanguines. Certains artistes ont repris leurs contre-épreuves en les aquarellant, en rajoutant des éléments à l'encre, mais ce n'a pas du tout été le cas de Bouchardon, qui a fait ça essentiellement pour conserver ses œuvres. Alors, le Louvre a la chance de conserver le fonds de dessin de Bouchardon le plus important, car le neveu de Bouchardon a hérité de son fonds d'atelier, donc l'ensemble des dessins qui se trouvaient dans l'atelier de Bouchardon, et a légué au Louvre ce fonds d'atelier en 1808. Et le Louvre a aussi acquis quelques dessins par ailleurs. Certains dessins sont entrés grâce aux saisies révolutionnaires, donc des dessins qui proviennent de la collection du Comte d'Orsay, la collection Saint-Maurice. Des dessins ont été aussi acquis à la vente Mariette en 1775, et aujourd'hui le fonds compte environ 950 œuvres de Bouchardon. Le grand chef-d'œuvre de Bouchardon, c'est L'amour se faisant un arc dans la massue d'Hercule. C'est le visuel que nous avons choisi pour faire l'affiche de l'exposition. Mais au moment où Bouchardon a livré cette œuvre au roi, elle n'a pas été reçue avec tout l'enthousiasme qu'elle aurait pu susciter. Alors Bouchardon a travaillé d'après deux modèles. Il a copié un torse antique, le torse Albanie, dont on présente deux dessins ici, et qui est exceptionnellement exposé dans les salles du département des antiquités grecques, étrusques et romaines en lien avec l'exposition. Il a aussi copié d'après le modèle vivant, et comme à son habitude, il a fait 9 dessins d'après le modèle vivant. On conserve la série des 9 au département des arts graphiques. Donc on voit qu'il tourne véritablement autour de son modèle, mais quand on observe ce modèle vivant, on remarque qu'il est beaucoup plus trapu, beaucoup plus musclé que notre figure d'amour. Notre amour est assez élancé, svelte, longiligne, et donc il y a vraiment l'idée de trouver un juste milieu entre l'idéal antique et la référence à la nature. Et c'est justement cet amour trop svelte, trop adolescent, qui a perturbé les critiques. Au XVIIIe siècle, quand on pense à un amour, on imagine un enfant un peu rondouillard et souriant, peut-être comme l'amour de Sally, que le Louvre a acquis récemment, ou on pense à un jeune homme vraiment plus âgé. Donc là, il y a cet entre-deux qui n'est pas du tout satisfaisant. Par ailleurs, il y a l'activité de l'amour qui est très gênante, puisque l'amour, c'est bien sûr le fils de Vénus, donc c'est un dieu, et on le voit ici en pleine activité manuelle. Donc il est en train ici d'éprouver la résistance de son arc,
qu'il taille avec l'épée de Mars. L'épée est posée au sol et on voit tous ces copeaux de bois au sol. Ça a beaucoup gêné également les critiques qui ont estimé que ce sujet était trop trivial et pas du tout digne d'un dieu. Ensuite, s'est posée la question de l'emplacement de l'œuvre, puisqu'elle a été placée dans le salon d'Hercule à Versailles, sous un grand décor peint par Lemoine qui représente l'apothéose d'Hercule. Mais à ce moment-là, Hercule, c'est bien sûr une représentation du roi, c'est une représentation de Louis XV. Donc imaginez que sous l'apothéose du roi, on montre une image de l'amour qui a vaincu Hercule. Donc en fait, c'est l'amour qui a vaincu le pouvoir du roi. Et c'est très gênant quand la statue est installée en 1750, puisque c'est le moment où Louis XV est dans une relation avec Madame de Pompadour. Donc quotidiennement, il y a une humiliation pour le roi, puisqu'il quitte sa chambre pour aller à la chapelle, et sur ce chemin se trouve la statue dans le salon d'Hercule. Donc il passe devant la statue 2 fois par jour, donc c'est extrêmement gênant d'un point de vue symbolique. Et donc la statue a été exilée assez rapidement au château de Choisy, qui pour le coup était vraiment dévolu aux amours du roi et de Madame de Pompadour. En 1748, Bouchardon reçoit la plus importante commande de sa carrière et la dernière commande, une commande pour ériger une statue équestre de Louis XV sur notre actuelle place de la Concorde, qui s'appellera alors place Louis XV. Bouchardon annonce en 1748 qu'il lui faudra 10 ans pour finir cette statue, mais quand il meurt en 1762, la statue est encore inachevée. Alors au département des arts graphiques, nous conservons 440 feuilles préparatoires à la statue équestre, c'est énorme, et ça représente aussi la manière dont Bouchardon a travaillé. Il a fait énormément de dessins préparatoires, il a bien sûr fait des copies d'après les grandes sculptures équestres parisiennes, donc il a copié d'après les statues équestres de Louis XIII, de Louis XIV, il a aussi recopié des manuels d'anatomie, donc des manuels montrant le squelette du cheval. Il a aussi travaillé d'après une statuette décorchée, donc ce n'est pas un cheval qu'il a mutilé, mais bien une statuette qu'il a copiée. Et puis, il a copié d'après au moins 3 chevaux, on identifie 3 chevaux différents, qu'il a copiés sous tous les angles. Donc dans l'exposition, nous montrons seulement des chevaux entiers et des têtes de chevaux, mais il faut imaginer qu'il y a vraiment toute l'anatomie du cheval, les oreilles, les sabots, toutes les parties du cheval sont décrites de manière exhaustive. Il n'a bien sûr pas fait poser le roi pour représenter son cavalier, mais il a pu faire poser des écuyers. Donc on présente ses études de nu, donc le cavalier nu et habillé. Et la statue est fondue en 1758. Donc quand je dis la statue, c'est seulement le groupe du cavalier et du cheval. En 1758, Bouchardon commence alors à travailler sur les figures de cariatide, puisque la statue était posée sur un piédestal, et aux 4 angles de ce piédestal se trouvaient 4 figures de vertu qui devaient être drapées. Alors c'est très émouvant dans l'exposition de présenter les derniers dessins de Bouchardon, ces dessins pour les cariatides. Il fait poser un seul modèle, un modèle féminin, pour chacune des 4 vertus. Et comme ces cariatides étaient plus grandes que nature, il fait fabriquer un socle, un piédestal un peu plus petit que ce qui était prévu pour qu'elle puisse poser. Et là, on a énormément de dessins, donc plus que 9, souvent jusqu'à 13. C'est émouvant parce qu'à la fin de sa vie, Bouchardon a une écriture très tremblée et on voit ce trait tremblé sur ses derniers dessins. Et puis c'est assez moderne d'une certaine façon, puisque avec ce travail sur le piédestal, on obtient des mises en page très surprenantes et inhabituelles. La statue a été achevée par Jean-Baptiste Pigalle, que Bouchardon désigne quelques mois avant de mourir comme le seul sculpteur digne de terminer son travail. Donc c'est Pigalle qui achève le piédestal et qui inaugure la statue en 1763. Et cette statue est restée finalement peu de temps en place sur notre place de la Concorde, puisqu'au lendemain du 10 août 1792, donc au lendemain de l'abolition de la monarchie, avec l'idée qu'il fallait détruire les effigies royales, la statue a été sciée et fondue.
Donc nous en conservons seulement un vestige aujourd'hui, c'est cette main qui appartient au Louvre et qui est déposée au musée Carnavalet et qui donne vraiment l'échelle de la statue. Donc cette main, elle culminait à 12 mètres de haut, mais c'est vraiment intéressant de voir le niveau de détail que Bouchardon a donné à cette main. On voit que le dessin des ongles est précisément dessiné, qu'il y a le pli des doigts à l'intérieur de la main ou encore les plis ici entre l'index et le pouce. Donc c'est vraiment très représentatif de la manière de travailler de Bouchardon. Il est toujours dans la recherche de la perfection et de quelque chose d'extrêmement proche du réel. Bouchardon meurt à 64 ans d'une maladie de foie. On ne sait pas exactement quelle maladie, mais il s'en plaint plusieurs mois avant de mourir. À la fin de sa vie, il a vraiment une écriture très tremblée et ses derniers dessins ont ce trait un peu tremblé. Il sent qu'il va bientôt mourir, donc il se choisit, il désigne plus ou moins un successeur pour le remplacer à l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour son travail de dessinateur des jetons et médailles. Et il désigne aussi son successeur pour la statue équestre, Jean-Baptiste Pigalle. Donc il meurt à l'été 1762 et assez rapidement, ses amis, le comte de Caylus et Pierre-Jean Mariette, écrivent son éloge funèbre. Alors pour préparer cette exposition, nous avons travaillé avec Anis Demas et Edouard Kopp, qui sont conservateurs au Getty à Los Angeles. Edouard Kopp maintenant travaille à Harvard comme conservateur chargé des dessins. Et donc avec cette équipe, nous avons travaillé à l'exposition au Louvre, mais aussi à l'exposition au Getty. Et donc à partir de janvier, l'exposition dans une formule un peu différente sera présentée à Los Angeles. Au Louvre, nous avons 310 œuvres, donc c'est vraiment important. Au Getty, il y aura quasiment le même nombre de sculptures, mais une sélection de dessins plus réduite et surtout différente, puisque les dessins ne voyagent pas à 2 étapes d'affilée. Donc ce sera une exposition un peu nouvelle de Bouchardon, mais toutes les œuvres, que ce soit du Louvre ou du Getty, sont rassemblées dans le même catalogue. Oui, ça vaut la peine d'aller à Los Angeles.